Vous écoutez Les Jongleuses, le podcast où des héroïnes du quotidien partagent avec nous leurs secrets pour jongler entre toutes les facettes de leur vie et de leurs identités. Elles nous racontent aussi comment les balles lancées par la vie façonnent leurs parcours inspirants. Je m'appelle Ruth et je vous souhaite la bienvenue. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous présenter aujourd'hui une nouvelle interview. Et dans cet épisode, je reçois Sarah Zitouni, qui est coach carrière féministe et qui tient le compte Instagram Power ta carrière, avec un H après le W. J'ai adoré enregistrer et réécouter cet épisode qui est plein de conseils concrets pour aborder sa carrière quand on est une femme et en particulier quand on est maman. Cet épisode est particulièrement pour vous si vous avez du mal à jongler entre les sphères privées et professionnelles ou encore si vous êtes dans l'organisation de votre retour de congé maternité. J'ai aussi adoré découvrir le parcours de Sarah qui en soi est inspirant. En plus d'avoir lancé Power ta carrière, Sarah est ingénieure motoriste de formation et directrice commerciale Europe d'une entreprise suédoise. Pourtant, rien ne destinait cette jeune femme issue de l'immigration et d'un milieu populaire à évoluer dans cette voie. Enfin, pas vraiment rien parce que comme elle nous le partage, ses parents ont fortement influencé sa trajectoire et sa détermination à la poursuivre. Je vous laisse sans plus attendre écouter cette conversation riche et si vous n'avez pas de quoi noter, vous pourrez retrouver toutes les références évoquées dans les notes de l'épisode. J'espère que cet épisode vous inspirera autant que Sarah m'inspire. Bonne écoute! Bonjour Sarah et bienvenue dans Les Jongleuses. Bonjour, merci de m'avoir invitée Ruth. Avec grand plaisir. Alors moi j'ai beaucoup de plaisir à te suivre sur Instagram, mais pour les personnes de l'auditoire qui ne te connaissent pas, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Sarah, je suis ingénieure et commerciale, j'ai 30 ans et je vis en Suède, mais je suis française, j'ai grandi, j'ai été élevée, j'ai fait mes études en France, j'ai déménagé, on aura l'occasion probablement d'en parler plus tard, mais j'ai déménagé à 21 ans. Et je suis maintenant la maman de Power ta carrière, qui est à la fois un compte Instagram et une entreprise où je coach les femmes pour booster leur carrière, les aider à développer leur carrière de manière à ce que ça corresponde à leurs ambitions et surtout qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel. Très bien, effectivement, on va en parler beaucoup de Power ta carrière parce que aujourd'hui tu nous rejoins au titre de jongleuse spécialiste. On va parler carrière, confiance en soi, féminisme, etc. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle un peu de ton parcours. Tu nous parlais du fait que tu es ingénieur. Quand on a échangé, tu me disais que c'était un milieu qui était très masculin. Comment tu en es venue à choisir ces études? Oui, alors moi pour tout dire, je suis ingénieure motoriste, donc c'est particulièrement masculin, pardon. Et en plus, je suis ingénieure motoriste dans le maritime. Donc je travaille en fait sur les grands moteurs des navires de commerce. Les porte-conteneurs ou les ferries que vous avez pu prendre sur les longs trajets ou des bateaux de croisière, ce genre de choses. Donc clairement, c'est un milieu extrêmement masculin parce que c'est à la croisée des marins et du moteur. Donc, forcément, il y a très peu de femmes historiquement là-dedans. Comment j'ai choisi d'en arriver là? En fait, moi, c'est vraiment une ambition et un rêve depuis toute petite. Depuis que j'ai compris plus ou moins comment les moteurs de voitures fonctionnaient, enfin comment une voiture fonctionnait. Assez petite parce que mon père il bricolait le dimanche et qu'il trouvait ça cool de montrer à ses enfants et du coup en fait j'ai voulu faire ça depuis vraiment toute petite. Donc je me suis confrontée plus tard en fait au fait que c'était pas une ambition qu'on est censé avoir en tant que petite fille, jeune femme, etc. Mais moi, c'est l'ambition que j'ai depuis jeune, quoi, de fabriquer des moteurs. Et du coup, comment tu as vécu c'est quoi ton vécu justement dans ce milieu très masculin, tant au niveau des études que tu vois dans le milieu professionnel? Alors pour ma part, moi comme je disais, j'ai été confrontée plus tard au fait que c'était pas un rêve qui était autorisé. Et comment je m'en suis rendu compte, c'est que je m'en suis rendu compte notamment parce que moi, comme c'était mon rêve, j'ai construit tout mon parcours scolaire dans cette direction, par exemple. Donc j'ai fait, pour dire simplement, sciences de l'ingénieur dès le lycée, pour me donner les chances d'avoir le plus de background possible, etc. Et un truc que j'ai remarqué assez vite, alors il y a ce qui est frontal et ce qui l'est moins. Donc dans ce qui est frontal, il y a le fait que par exemple, moi j'ai été confrontée à des professeurs au lycée qui en fait étaient surpris que je pose des candidatures pour des écoles d'ingénieurs. Alors qu'en fait j'étais en programme sciences de l'ingénieur, il y avait très peu de filles, on était 4 sur 2 classes. Mais globalement,
Ils étaient quand même surpris. D'ailleurs, les autres filles n'ont pas postulé. Alors que moi, ce qui me surprenait, c'était l'inverse. Pourquoi prendre un tel programme si c'était C'est ça. pas dans la direction d'aller faire ça, quoi. Et en fait, Mm. concrètement, c'est lié au fait que un jour, j'ai été confrontée par un professeur qui a fini par me dire le fond de sa pensée, qui est que en fait, c'était rigoureusement impossible pour une femme d'être ingénieure parce que on allait se retrouver à forcément soit être une mauvaise mère vu que les horaires sont trop longues, qu'il y a beaucoup de déplacements, etc. Donc, on serait pas là pour nos enfants, donc ce serait terrible. Ou alors, on serait une employée terrible parce qu'en fait, on se serait focalisé sur sa famille, ce qui est naturel pour une femme, etc. Mais du coup, en fait, on serait un boulet pour l'entreprise, quoi. Et son exemple, c'était de me dire, je le vois bien parce que mon fils est ingénieur et mon fils a des horaires très longs et mon fils voit jamais sa famille. Et donc, ce qui lui paraissait normal pour un homme, c'est-à-dire de passer absolument aucun temps avec sa famille, d'être un touriste dans sa famille, lui paraissait pas normal pour une femme. Et en plus, ça lui paraissait forcément être le sort réservé à tous les ingénieurs. Donc ça, Ouais. c'est un des exemples. Mais évidemment, j'ai été confrontée à plein de trucs comme ça. J'ai aussi eu des profs qui nous disaient que les filles galéreraient toujours plus en maths parce que on avait juste le cerveau qui était pas fait pour ça et qu'en fait structurellement on pouvait pas tenir la cadence sur les maths. Donc il y a eu les trucs un peu frontaux comme ça. Et après il y a tout ce qui est pas Mhm. complètement frontal, qui est que par exemple, comme j'ai grandi dans une société genrée comme tout le monde, comme Ouais. j'ai eu une Mm. éducation genrée comme la plupart des gens, c'est-à-dire que mes parents ils ont essayé de faire des efforts, mais forcément c'est pas facile de De sortir complètement du cadre. absolument de Absolument, ouais. complètement repenser le tout. Et par Mm. exemple, je me suis rendu compte que je voulais être motoriste, mais même à l'heure actuelle, moi je suis pas le genre de moto. En général, les motoristes, on imagine c'est les types qui parlent que de ça entre eux, qui sont fascinés et qui du coup peuvent te citer de tête la date de sortie de tel modèle de voiture, avec combien de chevaux, quel couple moteur. Est-ce que ça a été fait sur plusieurs boîtes de vitesse, etc. C'est les mecs qui regardent Top Gear. Personnellement, j'aime beaucoup, enfin, j'aimais beaucoup cette émission qui n'existe plus. Mais tout ça, mais je suis pas capable de sortir ce genre de truc de tête. Et ça, c'est une culture, par exemple. C'est le fait d'avoir grandi Ouais. avec Automoto, Turbo et les magazines dans les mains. Et quand t'es une femme, c'est pas le Mhm. cas. Ça veut dire que Mm. culturellement, en plus, on te met pas forcément dans la bonne direction pour ce genre de choses. Donc, c'est presque déjà un peu un miracle d'avoir insisté à ce point-là de ma part pour être arrivé au bout du compte à, en fait, faire ce que je voulais, c'est-à-dire fabriquer des vilebrequins. Et tu penses que ça vient de quoi, en fait, du coup? Que tu aies réussi à t'accrocher comme ça de ce projet d'enfant, en fait, justement? Alors, ça vient aussi d'une personnalité, c'est-à-dire que moi, je suis particulièrement têtue et aussi avec un sens logique assez aigu. Donc, si c'est pas logique, si c'est de l'ordre de la croyance juste qui flotte comme ça me paraît pas Mm. très. Puis j'ai été élevée là-dedans aussi par ma mère, par exemple, que il faut questionner les choses et puis si ça peut pas être juste comme ça parce que c'est comme ça. Et donc, comme en fait, on ne m'a jamais confronté à une vraie raison pour laquelle je pourrais pas faire ce que je voulais faire, et ça me Mm. paraissait être oh c'est comme ça parce que c'est comme ça. Et ça c'est pas un argument pour Ouais. moi. Par exemple, les femmes font pas des Ouais. moteurs parce que. Et en fait, il y a pas de parce que, c'est-à-dire c'est pas un travail. Alors même si ça ne sont pas des excuses, hein, on pourra y revenir, mais c'est pas un travail physique. Euh, en fait, maintenant je suis commerciale, mais quand j'étais ingénieure, je travaillais devant un ordinateur en train de gérer des lignes de calcul. Donc c'est un peu de Mhm. programmation et beaucoup de sciences mécaniques. Donc aucune raison que je puisse pas y arriver. En Ouais. étudiant, on peut apprendre tout comme les autres. Si on a envie, ça va beaucoup plus loin que ceux qui sont juste là tombés là par hasard. Parce qu'en fait, à l'opposé, il y a plein d'hommes qui font ce métier et qui sont un peu tombés dans la soupe par hasard. Donc en fait, il y a pas de raison. Ouais, d'accord. Donc en fait, t'as vraiment réussi à t'élever contre les stéréotypes du fait de ton tempérament et de ton éducation, en fait. Oui, je pense que c'est largement ça, et Mm. c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai créé Power Ta Carrière, c'est que c'est presque trop de la chance. C'est-à-dire que c'est une combinaison de facteurs, le fait que j'ai la personnalité que j'ai, c'est-à-dire d'être déterminée au point d'en devenir têtue, et le Mm. fait d'être tombée sur des parents qui se sont pas mis en travers de mon chemin, qui ont pas été, qui m'ont pas mis des bâtons dans les roues, etc. Et, euh, Mm. et concrètement, dans mon parcours, il y a évidemment des facteurs en plus, enfin des choses à mettre dans la colonne des plus et des choses à mettre dans la colonne des moins. Par exemple, à l'opposé, je viens d'un milieu populaire. Mes parents, ils sont issus de l'immigration. Ça, c'est plutôt les trucs qui, Mm. en général, se mettent dans la colonne des moins, malheureusement, pour les études secondaires, Ouais. parce que c'est plus difficile, c'est pas le bon secteur. J'étais dans un collège de ZEP,
c'est en général pas des choses qui t'aident à faire des études supérieures, malheureusement. Absolument. C'est des malus qui te tirent. Après, dans les bonus aussi, par exemple, que je peux citer, mes parents, notamment ma mère, sont éduqués, sont des personnes qui, en fait, eux-mêmes ont été éduqués et ont continué à s'éduquer en autodidacte et qui ont du coup toujours beaucoup placé d'énergie et d'efforts dans l'éducation de leurs enfants, dans le fait que dans l'école comme un facteur de réussite sociale, d'ascension sociale, eux ils y ont beaucoup cru. C'est probablement plus que ça ne méritait, parce que on sait que c'est pas complètement le cas pour tout le monde, mais mes parents ils font partie de cette génération d'immigration qui a beaucoup cru dans ça, et donc ils ont toujours beaucoup fait d'efforts pour que tout soit absolument parfait pour nous, pour étudier, etc., pour nous motiver, nous stimuler, etc. Dans la colonne des plus, on peut aussi mettre le fait que je suis haut potentiel. Forcément, ça m'a aussi aidé à m'extraire du coup de ce milieu social pour faire des études supérieures. Mais dû à tout ça, c'est des facteurs genre, du coup, faut être à la croisée de plein de trucs et ça devient une équation pas possible. Et moi, j'ai voulu créer Power Ta Carrière aussi pour arrêter de laisser ça à juste la chance, la combinaison de facteurs qui peut-être marchera, et pour en fait essayer d'aplanir le terrain, aider vraiment tout le monde, rendre ça beaucoup plus smooth pour les femmes dans l'avenir, parce que sinon ça fait énormément de gâchis. Absolument. Alors, on va parler un peu plus longuement de Power Ta Carrière et de comment tu as lancé cette entreprise et ce compte. Mais je voudrais juste finir sur tu sais, le fait d'évoluer dans un milieu masculin. Tu nous disais tout à l'heure que tu vis en Suède. Les pays scandinaves ont souvent la réputation d'être plus égalitaires. Est-ce que toi, tu le ressens dans ton milieu très masculin? Est-ce que ça a un impact sur toi en tant que femme? Oui, absolument. Alors le disclaimer d'entrée, c'est qu'aucun pays n'a atteint l'égalité femmes-hommes parfaite. Il y a des inégalités de salaire ici en Suède, mais pour te donner par exemple un exemple purement chiffré, ici en Suède, l'inégalité de salaire inexplicable. Alors, ce qu'on appelle l'inégalité inexplicable, c'est-à-dire une fois qu'on a retiré tous les facteurs, donc il n'y a plus de différence de poste, il n'y a plus de différence temps plein, temps partiel. Donc, c'est le fameux à travail égal, salaire égal. C'est donc égal par toute chose par ailleurs. Donc, avec une égalité pour toute chose par ailleurs, l'inégalité de salaire restante, ici en Suède, elle est un peu au-delà de 4%. En France, elle est au-delà de 9%. Donc, c'est ça qui fait une différence. Ça, c'est pour t'exprimer par des chiffres. Après, pour mon ressenti au quotidien, oui, concrètement, il y a plein de choses qui font une différence pour moi dans le fait d'être une femme en Suède. Alors, il y a des trucs du quotidien, vie privée, qui vont peut-être vous parler à toutes viscéralement. Moi, je peux rentrer chez moi à pied au milieu de la nuit sans aucun problème. Il n'y a pas de crainte là-dessus. Même en journée, personne ne me parle, personne ne m'adresse la parole dans la rue. Donc ça, le catcalling et ce genre de trucs, ça n'existe pas. Et après, dans le domaine du travail, je suis soutenue par mes équipes à chaque fois que je fais face à des cas de harcèlement sexuel. Ça arrive encore. J'ai des clients notamment à l'étranger. Je suis commerciale dans le maritime et j'ai des clients à l'étranger. Donc forcément, une fois de temps en temps, il arrive une bricole. Donc je suis soutenue pleinement là-dessus. J'ai jamais eu besoin de me justifier pour être crue. Je suis crue de base. En fait, on considère que si je le dis, c'est que c'est vrai. Mes collègues sont sensibles à ça. Ils sont sensibles au fait qu'on va pas forcément me donner la même crédibilité en meeting dans d'autres pays. Donc ils en parlent ouvertement avec moi. Je pense que une des choses qui font une différence majeure, moi, j'ai clairement déménagé en Suède tôt dans ma carrière parce que justement je sentais bien que ça allait pas être possible le sexisme. J'avais découvert en fait la Suède pendant mes années d'étudiante. J'avais fait 1 an d'échange et j'avais vu en fait, une fois que tu vois qu'il existe un autre modèle et une autre possibilité, une autre façon de faire, c'est difficile de revenir dans le modèle de base. Donc, absolument. J'ai tenu 6 mois, 1 an, 1 an à peu près comme chercheuse en France. Et puis alors j'étais confrontée à plein de trucs et en fait, en gros, j'ai démissionné, fait mes valises et déménagé en Suède. C'est à peu près ça qui s'est passé. Et moralité du truc, je l'ai fait justement largement pour des raisons on va me laisser vivre ma carrière tranquillement ici. Et ça s'exprime dans plein de choses. Alors voilà, par exemple, je suis directrice commerciale Europe. Qui est quelque chose, qui est une position qu'on m'a confiée parce que ici on est moins regardant sur le quel âge tu as ou de quel genre tu es. Et je pense qu'une des différences majeures qui est au centre
de cette société plus égalitaire, c'est le congé parental. Et le fait qu'en fait, en Suède, il y a un congé parental qui est donc donné aux 2 parents, qui est de l'ordre de 490 jours par enfant. Et en fait, si chacun des parents doit prendre au moins 60 jours, sinon la moitié est perdue. Donc c'est une façon de tordre un peu le bras aux gens pour que ça ne retombe pas entièrement sur un des 2 parents. Et en vrai, Une en particulier, n'est-ce pas? Et en vrai, c'est j'imagine que c'est de moins en moins nécessaire parce que moi, j'ai toujours travaillé dans des entreprises où dès que un de mes collègues nous expliquait que sa femme était enceinte, etc., qu'ils attendaient un enfant, tout le monde savait qu'il serait barré à peu près 4 à 6 mois. C'est juste une histoire de calage. Donc, en gros, la plupart du temps, mes collègues laissent la première partie du congé à leur épouse. Ils prennent les 15 jours de la bulle. Alors, ça s'appelle la bulle bébé chez nous. C'est-à-dire que pendant 15 jours, ils sont à la maison, tous en famille, et ils profitent. Donc, c'est les 15 premiers jours après la naissance des enfants. C'est pas réglementé par la loi, hein. C'est pas une histoire qu'ils ont 15 jours consécutifs. C'est juste la tradition, la façon dont ça se fait. Et ensuite, souvent, ils reviennent au travail. Et on sait que dans 4 à 6 mois, ils seront partis pour une durée de 4 à 6 mois aussi. Et tout le monde s'en accommode, en fait. Et du coup, ça évite un paquet de trucs. Ça évite, par exemple, la suspicion de maternité qui pèse sur les femmes. On va pas me regarder parce que j'ai 30 ans en me disant on va te recruter, dans 3 ans tu nous fais des enfants, tu nous prends des congés maternité de 2 ans, qu'est-ce qu'on va faire? Non, personne ne pense ça parce que s'ils recrutent un mec, ce sera le même problème, entre guillemets problème. Les enfants grandissent en voyant leurs 2 parents s'occuper d'eux. Donc ça fait que le soin, c'est déjà une activité moins genrée. Exactement. Les papas sont pas des tanches intergalactiques avec leurs enfants. C'est-à-dire que tu peux trouver des pères dans la rue se promener avec une poussette et t'es pas en train de te dire, oh putain, il a pas vu que le doudou était tombé, il est à la ramasse sur tel. Non, ils ont l'habitude. L'enfant n'est pas attaché, la tête est en bas. C'est ça. Des trucs qu'on voit dans d'autres pays où on voit des fois les pères vaguement être avec leurs enfants, la mère est pas loin, ils essayent de les tartiner de crème solaire, ça marche pas, il y a rien qui va, etc. Là, clairement, on voit que les papas sont complètement compétents à s'occuper de leurs enfants. Ils se sont retrouvés 6 mois avec eux. Donc, comme tous les parents, ils ont ramé, ils ont galéré, mais ils ont appris. Ça change absolument tout. Il y a du coup des regroupements de papas aussi. C'est-à-dire que des fois, ils se retrouvent entre papas au parc en train de s'occuper des enfants. Et c'est souvent organisé d'ailleurs par la maternité. La maternité regroupe les parents dont les enfants sont nés à peu près dans la même période et organise des groupes de parole déjà pour qu'ils puissent parler des trucs, des difficultés auxquelles ils font face entre papas et entre mamans. Et ça existe aussi pour les groupes homosexuels, hein. Les couples homosexuels, pas de problème, on divise parents primaires, parents secondaires, enfin on se débrouille. Et ça existe aussi pour les parents adoptants. C'est-à-dire si tu adoptes, tu as aussi le droit au congé congé parental, parce qu'évidemment, tu es en train de découvrir ton enfant, c'est normal. Du coup, ça se retrouve dans plein d'autres choses aussi. Là, par exemple, un de mes collègues est pas au travail aujourd'hui parce que son fils est malade et du coup, il est en congé enfant malade. Et donc, typiquement, en fait, son fils était déjà malade hier, mais du coup, hier, sa femme a pris le jour. Aujourd'hui, c'est lui qui prend le jour enfant malade. Et s'ils ont besoin d'un 3e, ce sera à nouveau sa femme, etc. Ils font 1 sur 2. C'est rigolo ce que tu dis parce que ça fait écho à l'époque où j'étais consultante, j'avais un directeur que j'aimais beaucoup par ailleurs qui m'avait dit sans sourciller, j'aime bien travailler avec des jeunes femmes parce que quand elles ont pas encore d'enfants, elles sont vraiment très impliquées. Et puis alors après, j'ai remarqué un truc, c'est que ça s'inversait. C'est-à-dire que quand les enfants arrivaient, elles étaient un peu moins impliquées et puis les jeunes hommes là, ils prenaient un petit coup de comme s'ils gagnaient qu'on pouvait leur faire plus confiance ou qu'on pouvait leur donner plus de responsabilités. Et à l'époque, je m'étais dit, mais enfin, qu'est-ce qu'ils racontent? Ensuite, j'ai eu des enfants et je me suis aperçue qu'effectivement, tu avais un truc qui se jouait déjà, quand tu es enceinte physiquement et psychiquement, il se passe quelque chose en toi qui fait que parfois, tu peux être un peu moins présente psychologiquement au travail et que ton mec, lui, il gagne il va être papa, tu vois. Il a un peu plus de responsabilité, il est un peu plus, ça fait un peu plus sérieux. Et effectivement, ce truc que tu décris d'inverser, enfin tu vois, d'inverser un peu, de tordre le bras à juste la nature, au fait que effectivement c'est toi qui portes, c'est toi qui es un peu plus absente, de mettre aussi un peu forcer la responsabilité sur l'homme,
c'est génial pour équilibrer, quoi. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment le cœur du truc, en fait. Et alors, ce que tu décris avant, qui est le commentaire de ton ancien manager et puis ce que tu as ressenti, il se vérifie dans les chiffres. En fait, être mère, Mm. c'est une pénalité sur le salaire de un peu plus de 5%. Être père, c'est un bonus sur le salaire de 4%. Ouais. Donc, en fait, les Mm. inégalités salariales, elles se creusent à ce moment-là. Avec des pratiques notamment illégales, hein, par exemple. Hein. C'est-à-dire qu'en France, ne pas donner d'augmentation de salaire à une femme l'année de son congé maternité parce qu'elle n'était pas dans l'entreprise, c'est une pratique illégale. Normalement, elle doit avoir Mm. au moins la moyenne des augmentations que Mm. les autres ont eues. Euh, Mm. mais aussi, en fait, oui, on juge les pères. Ah bah maintenant c'est bon, il est posé, il a une famille, il va moins me faire des trucs Voilà, bizarres, il a des responsabilités. Mais c'est ancré très c'est ça. profondément dans cette division genrée de la Mm. société qui dit qu'en fait, les hommes sont encore pourvoyeurs de fonds pour la famille Mm. et que l'argent des femmes c'est de l'argent de poche. Donc nos carrières Mm. sont forcément futiles puisque c'est pas C'est vraiment ce ça. qui pour vous, enfin ce qui est là, Ouais. c'est pas notre rôle d'apporter l'argent, c'est pas notre rôle de ramener la chance pour la famille. Mm. Sauf Mm. qu'évidemment, c'est une division genrée qui est basée sur rien, en fait, qui n'est pas basée sur des phénomènes physiologiques. Parce que, au-delà du fait que une grossesse, c'est quelque chose qu'il faut gérer, forcément, au-delà de ce fait-là, une fois que l'enfant est né, et surtout, ça se justifie vraiment plus après plusieurs. Enfin, il y en a qui continuent à utiliser cette excuse pour des enfants qui ont 1, 2, 3 ans. Donc, une fois que l'enfant est né, ça se justifie plus. En fait, les deux parents sont capables de pourvoir aux besoins de cet enfant. Ouais, mais le truc, c'est que tant que tu considères ton enfant ou le fait de faire famille comme une contrainte qui pèse sur les femmes, c'est pas considéré comme ça. Tu vois, moi, je sais que c'était ah bah je dois partir, j'ai une contrainte. Bah non, j'ai pas une contrainte en fait, j'ai un enfant que mon mari a aussi. Sauf que c'est vraiment vécu comme une contrainte. Sauf qu'à partir du moment où on commence à considérer que bah c'est un fait social, que c'est pas une contrainte, que c'est pas grave, c'est pas sale, ça concerne autant les hommes que les femmes. Là, on peut avoir un petit changement de paradigme, mais on n'y est pas encore Bah, en et France. c'est pour Ouais. ça que je mentionne le congé parental, parce que je trouve que c'est un truc Mm. qui vraiment, en fait, se pose au centre de tout et change à la fois la vision que la société a des enfants, de la parentalité, mais aussi la façon dont l'entreprise gère la parentalité, etc. Tu vois, je sais que ici, les gens ne voient pas les choses en mode, comme tu dis, la contrainte ou quoi que ce soit. Ils voient les choses en mode, Mm. bon, bah, comment on fait tout fonctionner. Donc, par exemple, c'est le schéma typique, c'est que un des deux parents dépose les enfants à l'école le matin et donc arrive au travail un peu plus tard. Et un des deux Mm. parents arrive au travail tôt pour partir tôt, pour récupérer les enfants de la crèche, l'école et peu importe la structure, Ouais. à Mm. 3h30, 4h de l'après-midi. Et les journées à rallonge à base de, on est obligé de laisser les enfants, par exemple, à la garderie parce que c'est pas possible, parce qu'il faut pas sortir avant 18h du travail, etc., etc. C'est pas du tout la normalité. Mm. Parce que la normalité, c'est de se dire, bon, bah, les gens, ils ont des enfants, bon, bah, faut bien qu'ils passent du temps en famille. Quitte à ce que plus tard, j'ai des collègues, des fois, qui m'envoient des mails à 20h, 21h, 22h, parce qu'en fait, ils se sont remis une heure Ouais. devant leur ordinateur après le dîner. Voilà. Mm. Ouais, mais c'est vraiment c'est ça. On est vraiment sur deux, c'est des paradigmes différents. C'est même pas, enfin tout est conçu différemment. C'est vraiment des modèles sociétaux différents. C'est hyper intéressant d'en parler. J'espère qu'on va pas trop dégoûter les auditrices françaises ou leur donner envie de partir en Suède ou en Irlande. Il y a un petit peu, c'est aussi un peu différent et un peu plus dans le sens de la Suède. Donc mesdames, il est peut-être temps de faire vos valises. On va attendre que le Covid passe, mais il est peut-être temps de juste partir en fait, fuyez. C'est ça. Alors, tu parlais tout à l'heure de Power ta carrière. Je te propose d'en parler parce qu'aujourd'hui, tu concilies deux jobs, celui d'ingénieur et celui de coach. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure, mais sur la façon dont tu as lancé cette activité de coach et le type de coaching que tu proposes. Ouais, alors voilà, donc oui, donc dans ma vraie vie de tous les jours, je suis directrice commerciale Europe pour une entreprise de la green tech, donc pour réduire les émissions de polluants des grands navires de commerce en optimisant leur moteur. Et puis alors après, quand je mets mon masque et ma cape, je suis je me transforme sur le réseau en power. Et en fait, power ta carrière, bah ouais, c'est mon coin à moi, même mon entreprise à moi.
où je propose des conseils et des coachings, des services de coaching. L'idée, c'est justement de permettre aux femmes d'exprimer leur plein potentiel. Donc, essayer de se séparer de toutes les croyances limitantes qui, en fait, sont placées là par la société et par l'éducation genrée. Donc, le syndrome de l'imposteur, la peur de l'échec, qui sont vraiment des points bloquants pour la carrière. Et puis aussi, gérer le sexisme externe, hein, parce que je vois les croyances limitantes comme une forme de sexisme internalisé, puis il y a aussi tout ce qui est externe. Et donc, on discute de ça, et donc ça passe de coaching court, où en fait, on peut travailler sur une stratégie en 1 heure, en 2 heures, pour travailler sur une stratégie de négociation de salaire, comment préparer son entretien de performance, son évaluation de performance annuelle, ou comment préparer un entretien d'embauche, ce genre de choses. Et puis il y a aussi des femmes que j'accompagne sur un temps plus long, donc sur 6 semaines à minima, où en fait là on va vraiment aller au fond du fond d'une croyance limitante. C'est-à-dire par exemple il y a des femmes qui viennent me voir parce qu'elles ont réussi des choses extraordinaires dans leur vie. Vraiment, c'est pas de l'hyperbole. J'ai des coachés qui travaillent dans des entreprises à des postes extrêmement élevés, qui sont dans des comités directeurs d'entreprise, et qui continuent à se dire que elles ont absolument jamais rien fait dans leur vie, jamais rien réussi, et que tout est dû à la chance. Ok, ça c'est le syndrome de l'imposteur dans sa plus grande beauté, et il s'attaque plutôt au cerveau très intelligent et aux personnes qui détonnent dans l'image. Donc typiquement, ça s'attaque encore plus violemment, évidemment, aux femmes dans un milieu d'hommes, aux femmes racisées quand elles sont entourées que de personnes blanches, etc., etc. Aux personnes qui viennent d'un milieu défavorisé et qui ont fait un saut dans l'échelle sociale, donc on appelle soit des chevals à bascule ou des transfuges de classe. Donc évidemment, je me retrouve avec des femmes qui en fait ont ce genre de problématiques, mais qui ont fait des trucs extraordinaires. Et ce qui est important, c'est qu'elles le voient, parce que ne pas le voir, ça présente de grands risques. Et donc là, ça, c'est des coachings sur 6 semaines où petit à petit, avec des exercices concrets, avec des réflexions concrètes sur leur vie jusqu'à présent et aussi leurs envies dans le futur, on est capable de trouver cette confiance, réancrer à nouveau la valeur qu'on a de soi à l'intérieur de soi, et pas dans le regard de l'autre, pas dans le jugement de l'autre, qui peut être négatif, défavorable, pour plein de raisons complètement pas valables en plus. J'aime beaucoup. Et comment tu fais pour concilier, toi, ces 2 activités au quotidien? Alors, je double les journées. Vraiment, à ce stade-là des choses, c'est à peu près ça. Moi, quand j'ai monté Power Ta Carrière, j'étais en chômage partiel. Donc, ça se calait pas trop mal, en vrai. J'avais commencé un petit peu avant, mais ça a pris un essor vraiment quand j'étais au chômage partiel. Et ensuite, j'ai repris mon poste à 100%. Et donc maintenant je double mes journées. Donc c'est-à-dire qu'en fait une fois que j'ai fini ma journée de travail concernant ma vie de commerciale, et c'est là où je crée le contenu Instagram pour le prochain mois. Les coachings, je les cale après mes horaires de travail, ce qui convient à tout le monde aussi, parce que ça se cale aussi après les horaires de travail des gens que je coach évidemment. Mais c'est ce genre de choses. Donc c'est beaucoup d'organisation notamment. Ou en fait, par exemple, j'ai appris sur le tas à batcher la création des posts sur Instagram, parce que je donne aussi beaucoup de conseils comme ça en gratuit sur Instagram, évidemment, au-delà de l'activité rémunérée, puisque je veux que les gens aient quand même des billes pour commencer, pour stimuler la réflexion. Donc, je planifie ces genres des blocs dans mon emploi du temps pour pouvoir faire ça. Je travaille un peu le week-end aussi, évidemment. Je travaille un peu sur les vacances. Le e-book que je propose, je l'ai écrit sur mes vacances d'été, par exemple. Donc ouais, pour l'instant, c'est un grand cumul entre 2 choses qui sont importantes pour moi. Ça fait des journées quand même chargées. Dans nos balles, on a aussi la balle de nous-mêmes, tu sais, notre individualité, qui on est, etc., notre santé, tout ça. Comment toi tu fais pour préserver cette balle-là? Parce que ça fait beaucoup de travail en fait finalement. Oui, alors honnêtement, la vérité, c'est que c'est le premier truc qui souffre de mes ambitions souvent. C'est-à-dire que quand je commence à lancer, c'est pas la première fois dans ma vie que je suis sur plusieurs chevaux à la fois. Et quand je commence à lancer ce genre de choses, ce qui a tendance à pâtir, c'est aussi mon quotidien, mes temps de repos juste cérébraux, c'est-à-dire rien faire pour remplir à nouveau les jauges de créativité, etc., etc. Et alors, j'en ai parlé ouvertement récemment sur Instagram, parce que je sais que je coach beaucoup les femmes autour de moi dans ce sens de
en fait, tu mérites le meilleur et c'est très important que tu te fasses passer en premier. Moi, j'ai même cette vision radicale que tu te fais passer en premier avant tout le monde, c'est-à-dire y compris tes enfants. Ouais. Je sais que certaines mères ont du mal avec ça et dans ce cas-là, genre, ok, on peut au moins faire cette exception sur les enfants très jeunes, d'accord, mais globalement, normalement, c'est un truc de survie où on est censé être programmé génétiquement pour se faire passer en premier. Ouais, Bon, c'est compliqué avec les enfants, mais je pense qu'il faut aussi arriver à le voir comme ça. Quand ils sont tout petits, c'est pas facile, mais c'est vital en fait d'être soit reposé ou à minima bien dans la tête pour bien s'occuper d'enfants. Sinon, il y a un truc qui coince à un moment donné. Je te rejoins. c'est ça, et puis en plus, voilà, tu te dois à toi-même. Il y a ce que tu te dois à toi-même aussi, et pas que juste aux autres, et qui est de prendre soin de toi, quoi. Exactement. Donc concrètement, moi, je suis comme les cordonniers mal chaussés. Je suis pas forcément toujours au point là-dessus, et pas toujours dans un équilibre là-dessus, mais j'ai des marqueurs. Et donc, par exemple, j'en ai parlé récemment sur Instagram, mais un de mes marqueurs, c'est quand je commence à plus pouvoir me préparer une tasse de thé. Je consomme énormément de thé et j'aime beaucoup du thé de bonne qualité. C'est-à-dire, je consomme que des thés en vrac, achetés dans des boutiques très particulières, etc. Et par conséquent, quand j'arrive plus à me préparer une tasse de thé, ou que j'arrive plus à me la préparer correctement, ça a l'air débile, mais vraiment, c'est un des premiers trucs chez moi qui est un marqueur que vraiment là, ça va plus. Parce que c'est pas un temps très long. Et si sur un temps court comme ça, je suis déjà en train d'optimiser. Parce que, en fait, pendant que la bouilloire, elle est en route, je regarde mes mails et je me dis merde, il faut que j'aille faire tel truc et je vais faire tel truc et je reviens et la bouilloire s'est éteinte depuis 2 minutes. Donc, il faut que je la remette en route et que machin. Ou alors que j'ai une bouilloire à température réglable que j'ai mis 90 degrés et qu'en fait, je me suis fait un thé blanc. Donc, je lui ai cramé sa tronche au thé blanc. En versant l'eau qui était pas de la bonne température, ou que je laisse le truc trop infusé, ou alors pire, un des derniers stades, c'est quand j'arrive à me préparer entre guillemets des tasses de thé, donc avec tous les défauts dont on a parlé avant, c'est-à-dire un truc pas très bon, et qu'en plus je l'oublie dans la cuisine après avoir bu une gorgée, et que je retrouve des cadavres dans l'appartement. Ouais. Ça, c'est un signe qu'il y a un truc qui est allé trop loin et il y a un truc sur lequel il faut que je lève le pied parce que ça va plus. J'ai aussi pas trop de scrupules à déléguer. Ouais. Déjà dans Power ta carrière, tu me disais tout à l'heure comment je fais. La vérité, c'est que je fais surtout pas seule. Alors j'ai pas d'assistante à temps plein ou de personnes qui travaillent avec moi à temps plein ou quoi que ce soit, mais je fais appel à des freelances pour plein de parties de mon activité. Notamment parce que faire appel à des gens compétents, c'est important. Et puis déléguer des tâches qui soit m'intéressent moins, soit me prendraient trop de temps à apprendre ou ce genre de trucs, c'est très important. Donc il y a une petite équipe autour de Power ta carrière qui, encore une fois, est pas à temps plein, c'est pas des employés Power ta carrière, mais typiquement je travaille avec une webmastrice qui est aussi graphiste et qui a créé l'identité visuelle. Je travaille avec une rédactrice sur certains postes, etc., etc. Donc ça, c'est hyper important pour moi. Donc je délègue, et déléguer, ça peut être tout. Déléguer, ça peut être j'en ai marre que ce soit pas rangé chez moi, mais il est absolument impossible que je trouve du temps quelque part sans rogner sur du temps de repos ou du temps de sommeil pour faire le ménage et le rangement chez moi. Je vais payer une entreprise pour le faire. Ça me pose pas de problème. Donc ça, c'est le genre de truc que je fais pour essayer d'équilibrer par rapport à moi. Et puis des fois juste prendre du recul, quoi, me dire clairement, je n'arrive plus à consommer de tasses de thé, c'est pas possible. L'étape suivante, le marqueur suivant chez moi, et je vous encourage à trouver vos propres marqueurs dans votre vie de stop. Là, mais il faut les voir, les signes. Il y a toujours un peu, on a grillé un feu rouge ou deux quand on va pas bien après. Ouais, c'est sûr. Il y a un feu rouge ou deux qu'on a fait semblant de pas voir, mais il y en a un autre, c'est que je saigne du nez. En général, quand vraiment je commence à saturer, à être très fatiguée, je commence à avoir des saignements du nez. Donc ça, c'est quand même un marqueur assez fort, parce que quand je commence à saigner du nez, normalement, je suis censée m'inquiéter. J'ai pas t'écouter. Mais c'était intéressant ce post sur la tasse de thé parce que tu disais, c'est pas du tout débile. Je trouve effectivement que c'est un marqueur important de se dire, OK, là, j'arrive plus à me concentrer. Ça part beaucoup trop dans tous les sens. C'est énormément de charge. Et dans ton post, c'était intéressant de dire, on voyait la saturation, en fait. Ouais. Pensez-y autour de vous. Combien de femmes vous connaissez ne sont pas capables de boire une tasse de café chaud préparé à leur goût? C'est pas un truc qu'ils ont préparé il y a 2 heures et foutu au micro-ondes. Et il y a le bon nombre de sucre à peu près dedans pour ceux qui en prennent, ou du lait ou ce genre de truc. Réfléchissez. Parce que j'étais surprise moi-même avec ce post et les commentaires sous ce post de voir toutes les mères qui me disaient
Ah oui, c'est mon quotidien, ça. Je retrouve des tasses de café partout dans les bibliothèques, parce qu'en fait, je mets la tasse en hauteur pour pas risquer de brûler les enfants. Donc, je l'oublie. Donc, je la bois pas. Il y a des cadavres de partout dans cet appartement. Et tu te dis, merde, c'est dur, là, vraiment. C'est ça. Vous voyez, c'est le genre de marqueur. C'est rien. Mais en même temps, ça veut dire que 5 minutes, c'est déjà trop long pour vous-même. Donc, il y a quand même un truc. Ouais. Mais tu sais, ça me fait sourire ça parce que il y a pas mal de papas ici qui s'arrêtent pour s'occuper de leurs enfants et je discutais avec un d'entre eux qui me disait ah bah c'est dur de boire un café chaud et j'étais là ah on va peut-être pouvoir se comprendre ici, on va peut-être il y a peut-être un truc qui va pouvoir Ok, bon, bah très bien pour tes marqueurs et pour les façons dont tu prends soin de toi et de ta santé mentale. Je pense que ça peut aider aussi d'autres à justement percevoir ces petits signaux qui arrivent avant le burn-out professionnel ou maternel. L'idée, c'est de ne pas y arriver en fait au burn-out. Donc, c'est vrai, prenons le temps de comprendre un peu comment on fonctionne et les choses qui disent stop en nous, soit dans le corps, soit dans la tête. Je te propose de passer à la rubrique jongleuse spécialiste, si tu en es d'accord. On va parler plus précisément du contenu de ton métier de coach. Donc toi, tu te définis comme coach carrière féministe. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se manifeste dans tes partages et même dans tes accompagnements? Alors oui, carrière, pourquoi? Parce que justement, on parle de votre vie professionnelle, donc il y a plein d'autres gens qui pourront vous aider sur plein d'autres aspects. Alors quand on parle de la vie professionnelle, on parle un peu de la vie personnelle, mais surtout ce qui est plus important ici, c'est coach féministe. Pourquoi? Parce que des coachs carrière, bah vous, il y en a d'autres, hein, vous pouvez trouver plein de gens. Il y en a qui sont bien plus célèbres que moi. Il y a des super gourous, si on cite les Américains, parce qu'on pourra pas leur faire de mal. Après, quand je vais commencer à dire des trucs moches, ça leur fera pas de mal et ce sera pas moche. Mais par exemple, vous avez Tony Robbins qui vous explique comment vous allez super gérer votre vie dans tous les sens, etc. Et financièrement, pareil, vous avez Dave Ramsey, l'américain, qui vous explique, évangéliste, qui vous explique que la dette, c'est mal et que si vous avez de la dette, ou que ce soit dans votre vie, y compris genre une dette immobilière parce que vous avez acheté chez vous, c'est très très mal, il faut rembourser très très vite, etc., etc. Mmh. Donc, en fait, c'est souvent des gens, si on prend les coachs de base, on retombe souvent sur les mêmes problématiques qu'on a dans le monde du travail, c'est-à-dire qu'on retombe sur le coach HSBC en général. C'est-à-dire, c'est un homme, il est hétérosexuel, il est blanc et il est cisgenre. Et donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a eu une expérience de la vie particulièrement privilégiée, parce que c'est quelqu'un qui a gagné à la loterie génétique, pour le Exact. poser simplement. Ouais, c'est ça. C'est des gens souvent qui viennent d'un milieu aussi confortable, de classe moyenne, etc. Donc des gens qui ont complètement gagné la loterie génétique et qui expliquent au reste du monde, donc une majorité de gens qui n'ont pas spécialement gagné la loterie génétique, que en fait, si tu veux, tu peux. Ce qui, par cohérence, veut dire que si tu peux, si tu y es pas arrivé, t'as pas assez voulu. Tu t'as pas assez insisté. Moi, je trouve que c'est fort de café. Ça nie le fait que quand t'es une femme, t'as des obstacles supplémentaires dans ta carrière. Ça nie le fait qu'être racisée, c'est des obstacles. Ça nie le fait qu'en fait, t'as une intersection entre les deux, qui sont les femmes racisées. Ça nie le fait que si t'es une femme trans, tu vas avoir une expérience différente de la vie qu'une femme cisgenre, etc., etc., etc. Pareil, si tu viens d'un milieu modeste, tu vas avoir un background qui est différent du milieu bourgeois. Et quand tu vas prendre des postes qui sont entre gros guillemets réservés aux gens du milieu bourgeois, outre le fait qu'on va te reprocher d'avoir volé la place de quelqu'un et qu'en plus t'es plus confortablement à l'aise dans ta classe d'origine non plus, que t'es donc entre les deux, en plus de ça, il va y avoir le côté que toi-même, tu vas t'infliger du syndrome de l'imposteur et ce genre de choses, parce que tu vas te dire, mais ma culture n'a aucune valeur par rapport à la culture dominante de ces gens-là. Donc c'est ça un coaching féministe, c'est-à-dire que moi, je vous prends tel que vous êtes vous, mais dans votre ensemble, c'est-à-dire on va pas commencer à vous dire, la méthode c'est ça, et en fait, si tu n'y arrives pas, c'est ta faute. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que les femmes, en fait, déjà y arrivent avec leur courage et leur détermination et tout ça. Donc, c'est pas l'énergie qui manque. Ces femmes-là, elles ont beaucoup d'énergie. La méthode en mode, je vais te dire, deviens un homme et tu vas y arriver, deviens un homme blanc et tu vas y arriver, ça marche pas non plus. Parce que un certain nombre de choses qui sont complètement tolérées et acceptables pour des hommes blancs, même si elles sont pas correctes, ne le seront pas pour une femme racisée, par exemple. C'est moche, c'est honteux que ce soit comme ça, c'est injuste. Du coup, moi, je vous parle à partir de cette injustice-là. Un, parce qu'à terme, on va la corriger. Et deux, parce que c'est important qu'on la prenne en compte dans les parcours des gens.
Donc c'est ça la différence entre un coaching féministe et un coaching standard. C'est que je vais pas te dire que si tu veux devenir manager de ton truc, il faut que tu te comportes plus comme un homme. Je vais t'expliquer comment toi, en tant que toi, tu vas Mhm. réussir à y arriver quand même. Mhm. J'aime beaucoup cette approche. J'aime beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai qu'on sent que c'est infusé de ton parcours, mais aussi du parcours d'autres femmes. J'avais lu un post sur concilier vie pro et vie perso, où tu avais demandé des avis, etc. Et oui, on sent que c'est vraiment ça part de toi, et c'est ça qui rend l'approche intéressante. Dans le podcast, je m'intéresse beaucoup à la conciliation justement vie pro et vie familiale. Et sur ce poste dont je parle, toi, tu fais le lien entre maternité, qu'on soit mère ou non d'ailleurs, et la carrière. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça? Alors la maternité, c'est un élément qui pèse sur la carrière de toutes les femmes. Et c'est ça qui est moche, hein, c'est déjà que de dire qu'en fait être mère, donc un truc a priori plutôt fantastique, pèse sur les gens, c'est dommage. Mmh. Et au-delà de ça, le fait que ça pèse sur toutes les femmes. C'est-à-dire que vraiment, même si vous êtes nulle part ou que vous en voulez pas, des enfants, on va vous emmerder avec le sujet. Mmh. Qui est terrible quand même, parce que globalement, t'en veux pas, bah, tant mieux pour toi ou tant pis pour toi, peu importe, mais C'est ton choix, globalement, quoi. Ouais. c'est ton choix, mais globalement, vous allez quand même pas réussir à esquiver le sujet. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la structure actuelle de notre société genrée, les femmes doivent vouloir des enfants. Déjà, toutes celles qui en veulent pas reconnaissent bien le phénomène, hein, qu'on va leur poser Mmh. 50 milliards de questions et les emmerder sur le sujet, alors qu'on Mmh. n'emmerde pas les gens qui en veulent. Donc déjà, il y a ça. Et donc, ça veut dire qu'il y a une espèce de suspicion de maternité qui pèse déjà sur une femme. Donc, de base, il y a cette idée on va lui regarder un peu la tête et l'âge en se disant, 25 ans, ça passe encore, 30 ans, Ouais. pas d'enfant, Ouais. ça va se préparer, etc., etc. Donc, on se retrouve vite dans cette situation où, en fait, de toute façon, il y a une suspicion de maternité qui pèse sur les femmes. Et donc, cette suspicion, elle se manifeste de façon super concrète, qui est que on essaye de sucrer aux femmes des positions et des promotions, dans l'idée qu'on va quand même pas filer une promotion à quelqu'un qui va se barrer dans 2 ans au congé maternité, alors qu'en fait, on sait pas. Mmh. On va considérer que en fait les femmes ne sont un atout à l'entreprise que, comme tu le disais, assez jeunes, et en fait une espèce de date de péremption à l'atout. C'est ça. Voilà. Et alors si en plus de ça, bon bah du coup au bout d'un moment tu te dis bah si en fait je veux bien avoir un enfant, et ben là c'est là où ça se corse encore plus, parce que à partir de ce moment-là, les lois sont inégalitaires. On parlait du congé parental, le congé parental en France, c'est essentiellement un congé maternité, il repose énormément sur la mère. Absolument. La société toute entière va t'expliquer qu'il faut que tu gères ton rôle de mère parfaitement, sans jamais te plaindre, sinon t'es une femme affreuse. Et ça veut dire que par exemple, gérer ton rôle de mère, c'est gérer tout. Et en plus de ça, on continue à vous dire qu'en fait, il faut que vous travaillez comme si vous n'avez pas d'enfants, mais qu'il faut avoir des enfants et les gérer comme si tu étais une femme au foyer des années 60. Mmh. Et du coup, entre les deux, tords-toi en deux. Donc, concrètement, ce que ça dit cette histoire, c'est que il y a une suspicion sur toutes les femmes qu'elles vont devenir mères, et ensuite des injonctions absolument intenables exprès pour briser les gens quand elles deviennent mères. Qu'est-ce qu'on dit à ça? La première, c'est que c'est inacceptable et c'est un gâchis monstrueux de talent. Ok? Mmh. Mmh. Il Mmh. semble que le patriarcat est plus fort que le capitalisme, les deux choses n'étant pas forcément réjouissantes. Mmh. Parce que d'un point de vue purement capitaliste, ce serait vraiment bien plus intelligent de ne pas gâcher du talent comme ça. Ouais. Et la diversité est en fait source de revenus. Les entreprises qui sont diverses sont 30% plus profitables que celles qui ne le sont pas. Mmh. C'est des statistiques. Donc, globalement, malheureusement, là-dessus, l'argent pèse moins que nos croyances ancrées en nous de ce qu'est une femme et ce que doit être une femme. Ouais. Donc déjà, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème qu'on se dit, c'est il faut arrêter les injonctions à votre niveau. C'est-à-dire, ne va pas t'en remettre une couche. Si t'es debout chez toi à 22 heures en train de faire une compote et de te demander qu'est-ce que t'as fait dans ta vie pour en arriver là, lâche la Mmh. compote. Mmh. C'est pas arrête. Vraiment. C'est pas grave la compote de supermarché. Donc, en gros, c'est ça l'exemple. Et c'est des vrais exemples concrets. Je suis pas mère. Disclaimer. Je suis pas mère, mais c'est des vrais exemples parce que les injonctions, ça arrive déjà avant et que je me suis Mmh. déjà retrouvée dans mon appartement, debout à 1h du matin en train de faire des lessives et de me dire qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour en arriver là. Ouais. Et moi, j'ai fait des purées à 22 heures après avoir fini de bosser ou avant de retourner. Donc oui, c'est complètement. Et la vérité, Ruth, c'était vraiment important pour toi ou tu t'es laissé dire que c'était important?
Non, je pense que c'était important pour moi parce que je me disais, effectivement, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Effectivement, j'aimerais bien qu'il mange bien. Déjà que la journée, je suis pas là. Alors en plus, si tu vois, c'est une espèce de truc comme ça. En fait, moi, j'ai aussi une personnalité qui ne lâche sur rien. Tu Mmh. vois, je ne lâche sur rien. C'est-à-dire que, ok, les gars, je pars à 17h, mais mon dossier, je vais le finir. Et mieux, je vais le finir. Vous allez pas savoir que j'ai bossé jusqu'à minuit dessus. Tu vois? Ouais, je vois, ouais. Ouais, ouais. Et pareil à la maison, c'était en mode ok, je peux pas faire ça, mais pour moi c'est important donc je vais compenser. Du coup, je vais pas dormir. Du coup, voilà, je vais aller tout doucement vers le burn-out, quoi. Et donc, c'est ce fameux truc, tu te fais passer toi en dernier, en fait, dans le fond. Exactement. Parce que, par exemple, Voilà. dans l'exemple que tu donnes, tu couvres les manquements de ton entreprise, qui sont qu'en fait, Mm, si le dossier est pas finissable dans les 35 ou les 40 heures de travail que vous avez, c'est qu'il manque mm, quelqu'un dans l'entreprise, il manque mm. un rôle, un poste ou quoi que ce soit. Et dans ces cas-là, vous qui vous faites, vous fouettez, vous flagellez au travail, c'est couvrir les manquements de votre entreprise, couvrir les zones de trous. C'est ça. Deuxièmement, c'est ce que je disais en fait, vous pourrez vous donner. Alors souvent en plus les femmes travaillent, comme tu le disais là, énormément et en secret. C'est-à-dire que tu fais C'est pas ça. valoir non plus alors au-delà du j'ai travaillé jusqu'à minuit, tu pourrais faire valoir le succès du dossier. Attendez, Mm, ce mm, dossier, il est fait, mais dans des standards que personne n'a jamais fait avant. Mais non, tu vas rien dire en te disant, j'espère qu'ils vont le remarquer. Spoiler, personne ne remarque rien en entreprise, surtout les gens de mauvaise foi. Donc faire votre publicité, c'est au moins aussi important que de travailler énormément. Je vous dirais même, lâchez un peu sur le boulot et commencez à faire de la pub. C'est ce genre de code du monde du travail, tu vois, dont on parle là, que les femmes n'ont pas, qu'on leur c'est enseigne ça. pas et elles rentrent pas dans le monde du travail avec. Et ensuite, en plus, quand tu rajoutes ces effets de comment la société les regarde, et bah tu te retrouves avec un gâchis mais monstrueux. Moi, c'est une des raisons de la création de Power Ta Carrière. Je ne supporte plus de voir des femmes quitter le monde du travail en étant particulièrement compétentes pour ce qu'elles font parce que c'est juste pas conciliable. C'est ça, c'est du gâchis. Mais bon, il y a un moment, pour moi en tout cas, c'était vraiment de la préservation. Moi là, je suis dans un processus de reconversion pour changer de carrière, etc. Mais souvent, je me dis que, alors oui, il y a eu un appel, il y a eu une passion, il y a eu une vocation, mais je pense que si j'avais été dans une société comme la société suédoise où j'étais pas en train de me dire, attends, là, je suis en train de laisser mon gamin 10 heures dans une structure en laquelle j'ai pas spécialement confiance. Tu vois, si j'avais pas été dans ce cadre-là, si j'avais eu un cadre où j'étais en confiance sur où étaient mes enfants, etc., sur où j'avais eu moins à me battre, parce que vraiment c'était ça. À des moments, j'avais l'impression de me battre contre tout en fait. Et si j'avais pas été dans ce contexte-là, est-ce que j'aurais été appelée vers autre chose? Je suis pas si sûre, tu vois. Donc ouais. Et c'est pour ça, à titre personnel, je suis contente que chacune trouve son épanouissement, peu importe la forme Mm, qu'il prend, vraiment. mm, mm, Et c'est super. Et tu vois, si ton épanouissement, ça avait même été de te dire non, non, je veux pas me reconvertir. À partir de maintenant, ce que je trouve génial, c'est de vivre à la maison et de gérer ma maison, mon foyer, mes enfants et tout. C'est super cool. Vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus. mm, Ce mm, qui m'emmerde, c'est que, comme tu dis, ces directions d'épanouissement, elles soient forcées. Que mm. si, en Ouais, fait, tu voulais une autre direction, elle te coûterait tellement que, bah, en fait, c'est ça. ça t'en demande énormément et du coup, bah, c'est horrible parce que c'est pas forcément un prix possible à payer. Ou Mm, alors que, bah, en fait, ces directions d'épanouissement aussi, elles paraissent toujours bouchées, fermées, etc. Tu vois. Et que en fait, c'est plus respectable en tant que femme de dire je veux tel ou tel truc, des métiers plus typiquement féminins ou un temps partiel ou ce genre de choses, que de dire je veux devenir PDG d'une structure qui a un chiffre d'affaires à 6 chiffres. Tu vois. Et moi, je pense que les deux sont également acceptables et que les obstacles qu'on met en travers de ça sont pas normaux. exactement. Alors moi, il y a un sujet qui me surprend beaucoup, toujours dans la conciliation vie pro et vie privée, c'est la difficulté à revenir de congé maternité et l'impact sur la carrière. Donc toi, tu en parlais tout à l'heure en Suède. Tes clientes, j'imagine qu'elles sont partout, y compris en France. Est-ce que tu vois les effets de ce retour de congé mat, toi, dans tes accompagnements, et qu'est-ce que tu conseilles pour lutter contre ça? Alors, je les vois longtemps après. J'ai pas encore eu d'accompagnement avec une femme qui revenait juste D'accord. de congé maternité, mais je les vois longtemps après Mhm. malheureusement parce qu'il y en a qui sont encore euh, dans un cycle en fait, même si leurs enfants ont déjà 5, 6, 7 ans.
Mhm. J'y vois deux difficultés en particulier. La première, c'est encore une fois la perception de l'entourage, la perception extérieure, et il y a aussi tout ce qui est internalisé. Donc si on divise en deux. Mhm. Pour ce qui est internalisé, je vois qu'un des trucs qui pose problème, c'est que souvent les femmes, en fait, parce qu'on leur a fait ce reproche, et ben se reprochent elles-mêmes cette période de leur vie. Donc le premier conseil que je vous donnerai, c'est à tout moment, étendez-vous au minimum la courtoisie que vous donnerez à autrui. Donc si vous pouvez comprendre que quelqu'un d'autre soit fatigué pour une raison X ou Y, si vous pouvez accepter que quelqu'un soit un peu distrait au travail, parce qu'en fait il se passe des trucs à la maison, de diverses natures, hein. Là on parle de ce qui affecte les femmes, mais un homme qui traverse un divorce, peut-être qu'il va pas être super au taquet au travail non plus. Ouais. Et est-ce qu'on peut l'accepter? Oui. Donc si vous pouvez accepter ça, vous pouvez accepter que vous-même vous soyez pas au top là tout de suite maintenant. Donc ça c'est important. Ensuite, l'entourage. Connaissez vos droits. En fait, le code du travail vous protège dans pas mal de circonstances et c'est pas Mhm. péché d'utiliser ça. Au contraire, c'est là pour vous protéger. Donc, vous Exactement. laissez pas faire, connaissez vos droits. Il y a un certain nombre de trucs qui sont illégaux. C'est illégal qu'on vous remette pas sur votre poste ou un poste équivalent quand vous revenez de congé maternité. Si on vous met au placard, c'est illégal. Le placard, ça Mhm. existe. C'est illégal, ça se prouve, gardez des traces. Et il y a plein d'avocates spécialisées en droit du travail qui sont très contentes de vous accompagner au prud'homme au besoin. Ce qui m'emmène au point suivant, si vous bossez pour une entreprise toxique, vous pourrez pas les changer. Par contre, vous pouvez changer d'entreprise. Ça sert à rien de donner vos meilleures qualités à des mecs qui sont pas capables de le voir. Faut arrêter de bosser Mhm. pour des abrutis, c'est pas bon pour la santé. C'est mauvais pour la santé de tout le monde. Et vraiment, ces gens-là, il faut les laisser. Entre eux, c'est une espèce en voie de disparition. Leurs entreprises vont disparaître à force d'éloigner des talents. Laissez-les mourir entre eux, allez bosser ailleurs. Donc vraiment, ça, c'est des conseils concrets sur votre entourage. Ensuite, évidemment, vous pouvez préparer votre retour de congé maternité, vous pouvez parler à votre chef, etc. Et faire en sorte que tout le monde soit un peu sur la même phase. Mais vraiment, si vous sentez de la résistance à base de « Ah, mais maintenant, t'es une mère, c'est plus la même chose », et que surtout, on vient à l'encontre de vos droits en vous remettant pas sur le même poste ou un poste équivalent, en vous sucrant votre augmentation de salaire parce que tu comprends, t'as pas été dans l'entreprise, c'est pas logique. On s'en fout que ce soit logique, c'est le droit. Vous avez le droit Mhm. à cette augmentation. Donc Mhm. concrètement, puis on augmente des gens incompétents. Donc vraiment, est-ce qu'on va couiner parce qu'on vous a augmenté, parce que vous êtes mère, vous avez rendu un service à la société, on vous remercie. Donc concrètement, si on enfreint vos droits, n'hésitez pas à parler à des avocates, n'hésitez pas à parler à des syndicats, n'hésitez pas à parler à votre délégué du personnel. Connaissez vos droits, imposez-vous, vous méritez le meilleur et vous méritez d'exiger votre dû. Donc on laisse pas passer. Très bien. Est-ce que tu as des ressources à conseiller, en plus de ton livre, pour aller chercher la moitié du gâteau qui nous revient? Alors, pour nos amis anglophones, il y a un super compte Instagram qui s'appelle My Bump Pay, qui en fait Mhm. est une femme racisée à Londres et qui justement se concentre à 100% sur ces questions du retour de maternité, comment on fait, etc., etc. C'est une femme qui a 2 enfants. Donc Génial. il y a ça qui est super. Je vous recommande aussi évidemment les podcasts pour parler d'argent de Titu Lecoq avec Slate. Rends l'argent. Ça parle de l'argent dans le couple. Si vous avez jamais eu une discussion à propos de l'argent dans votre couple, mais genre une discussion ouverte au-delà du qui paye le restaurant, c'est Ouais. super important. Parce que toutes ces histoires de congé maternité depuis tout à l'heure dont on parle, on n'a pas du tout abordé le fait que c'est pas mal planqué dans des questions d'argent aussi. Vous avez un salaire Mhm. moins important que votre compagnon parce que vous l'avez peut-être moins négocié ou machin truc et machin truc. Et du coup, c'est logique que vous preniez le congé parce que c'est 80% du salaire, donc autant avoir la perte de revenus la plus basse. Donc, C'est le serpent qui se mord à la queue, c'est complètement. ça. Mhm. Donc, parlez d'argent autour de vous, à vos collègues, à vos amis et surtout, surtout, au plus un. Peu importe la Mhm. nature du plus un. Donc, ça, c'est des ressources qui me paraissent hyper importantes. Évidemment, si vous voulez parler négociation de salaire et vous savez pas comment vous y prendre, n'hésitez pas à venir me voir. On en discute tous les jours. Moi, l'argent, c'est pas un tabou. Vous pouvez balancer les choses comme vous les voulez. Je les prends, il n'y a pas de problème. Très bien. Et pour la confiance en soi, je vous recommande le livre de Jen Sincero qui s'appelle Tu vas tout déchirer, qui est un livre pour vous Mhm. expliquer que vous méritez le meilleur et que oui, tu peux exiger ton dû. Et que c'est comme ça en plus que en fait les choses les plus merveilleuses arrivent dans ta vie.
pas quand tu essayes de faire plaisir à tout le monde. Eh ben, très bien. Merci beaucoup, Sarah. Je te propose maintenant de passer au questionnaire des jongleuses pour finir. Ça me va parfaitement. Sur l'art de jongler, tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu aimes le plus dans cet art délicat du jonglage au quotidien? Tous mes jours sont différents et c'est jamais ennuyeux. Je suis d'un type de personnalité où la routine me convient très très mal. Donc jongler, ça veut dire que tout est toujours différent. Et au pire, si ça commence à être un peu statique, on peut toujours soit rajouter une balle dans la limite des stocks disponibles, soit changer la figure un petit peu. Très bien. Et qu'est-ce que tu aimes le moins? Qu'est-ce qui te paraît le plus difficile? M'assurer à tout moment que j'en pomme pas une déjà quand je commence à partir sur des figures un peu compliquées, et surtout que la première qui saute soit pas moi systématiquement. Ouais. Si on parle de tes priorités, parmi tes balles, est-ce qu'il y a une balle que tu ne veux surtout pas laisser tomber? Mais on retombe sur ça, il est absolument rigoureusement important de ne jamais laisser tomber la balle qui est soi-même, parce qu'en fait aucune des autres n'existe indépendamment de ça. En fait, ça ne tient qu'un certain temps quand on a décidé de s'abandonner. Donc ce qui est le plus important et ce qui restera toujours le plus important pour moi, c'est que j'aille bien. Et une balle à laquelle tu aimerais donner plus de place? Je pense qu'à terme, Power Ta Carrière va prendre beaucoup plus de place dans ma vie. C'est déjà le cas maintenant. Je sens bien qu'avec la cadence que j'ai du mal à pouvoir aider toutes les personnes que j'aimerais pouvoir aider et à pouvoir soutenir toutes les femmes qui mériteraient d'être soutenues. Et à terme, ça va prendre plus de place. Alors à voir comment je vais équilibrer ça avec le reste des balles en l'air. Si on joue un peu avec le temps, une de tes balles de jongleuse te permet de voir le futur pour toi, pour d'autres. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu y vois? L'extinction des dinosaures, c'est-à-dire la fin des boomers au travail qui ont décidé de vivre dans un modèle qui ne convient plus, qui est dépassé, qui est antidaté. Et puis les jeunes boomers, parce que c'est pas une histoire d'âge seulement, tous les trentenaires et les quarantenaires qui ont décidé que c'est pareil, ils vivaient dans Mad Men. Et je vois leur extinction aussi, en fait, parce que ce soit nous qui n'allons pas nous laisser faire, mais surtout la génération qui arrive là, collège-lycée, qui ont décidé de rien laisser passer, vraiment, clairement, ça va signer leur fin. Ah, je nous le souhaite collectivement. Une de tes balles te permet d'envoyer un message à la Sarah du passé. Elle a quel âge et tu lui dis quoi? Je reviens à l'époque où je suis à l'université. J'ai envie, et à mes périodes les plus difficiles, de syndrome de l'imposteur super noir et très intense, etc., à base de perte de 5 kilos et bras dans le plâtre sur accident, voilà. Enfin bref, une période très très négative et très mauvaise en termes de santé et tout, etc. aussi. Et j'ai envie de dire que non, tu dois te faire passer en premier, c'est important. Et que le reste viendra et que tu n'as pas à t'inquiéter et qu'en plus personne t'a jamais rien filé cadeau, parce que personne n'a jamais rien donné de cadeau à une femme dans sa carrière ou dans son parcours universitaire. Donc tu es bien là parce que tu l'as voulu tout du long. Et tu devrais être contente et fière de toi. Et puis si je peux revenir aussi à quand j'ai 6 ans et lui dire on l'a fait. On a rencontré Christian Koenigsegg et on a travaillé sur des moteurs de supercars, c'est super cool. Ah, j'adore. On finit sur une personnalité inspirante. Est-ce que tu peux en partager une avec nous et nous dire pourquoi cette personne t'inspire, ou personnalité? Alors, j'ai pas mal réfléchi. C'est des questions qui sont pas faciles pour moi. Je vais pas faire dans le francophone, je suis désolée, mais je suis particulièrement inspirée à l'heure actuelle par Kamala Harris. Parce que déjà la possibilité de devenir la première vice-présidente des États-Unis, je trouve ça assez formidable, sachant que nous en France on a eu une première ministre, elle a duré moins d'1 an et c'était la seule. Donc voilà, donc on est tellement en retard sur ce genre de questions. Je trouve ça formidable. C'est en plus une personne racisée, alors indienne et noire américaine. Qui travaille solidement, qui a été au service du public aussi en étant procureur, etc. Donc, je trouve ça formidable. Je trouve que ce qu'elle a fait est formidable. Je trouve que la façon de vivre sa vie, qu'elle a vécu comme elle l'a voulu, clairement, c'est génial. Elle a épousé qui elle a voulu, quand elle a voulu. Elle n'a pas eu d'enfant parce qu'elle en voulait pas. Et donc, je trouve ça particulièrement formidable parce que, évidemment, toutes celles qui vivent une vie différente ont dû avoir à payer le coût de cette vie différente, d'être le clou qui dépasse. Et du coup, on leur en sait gré, parce que toutes celles qui ont été des clous qui dépassent nous permettent à nous de ne plus être des pionnières
et donc de suivre des traces, et c'est déjà plus facile de marcher dans les pas de quelqu'un dans la neige, par exemple. Et là-dessus, j'ai aussi envie de vous inviter à suivre votre matrimoine, à apprendre votre matrimoine, à découvrir les femmes formidables qui, dans le passé, ont fait des choses que nous, on aimerait faire. Parce que souvent, justement, on a toujours l'impression d'être une pionnière parce que l'histoire efface ces femmes-là. Donc, allez-y, découvrez ça. Il y a plein de ressources pour le découvrir. Je recommande très, très rapidement Une sacrée paire d'ovaires de chez Marie Bonga, qui est un podcast qui vous parle de toutes les femmes que vous ne connaissez pas, mais pourquoi on ne connaît pas ces femmes? Ouais. Je vous recommande aussi le jeu Bad Bitches Only, c'est Time's Up. Vous pouvez en jouer en famille, sauf que c'est que des femmes et des personnalités trans dans le jeu. Donc, pareil, Time's Up, ça sort avec les copains. Et puis, on verra si dans 3 cartes, ils ont compris qu'il y a que des femmes dedans. Mais voilà. Dans le Time's Up de base, il y a 20% de femmes seulement. Oui. Donc, voilà la personnalité que je cite ici. Très bien. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour cet entretien très riche. J'ai passé un très bon moment et je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Ruth, pour l'invitation. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Avec plaisir. À bientôt. Voilà, l'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi et surtout qu'il vous a apporté quelques pistes et clés de réflexion pour aborder plus sereinement la réconciliation entre les sphères privées et professionnelles de votre vie. Vous pouvez retrouver Sarah sur Instagram à Power Ta Carrière avec un H après W si vous avez besoin d'un accompagnement un peu plus poussé sur ces questions. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous inviter à vous poser 3 questions pour vous. La première, quels sont mes feux rouges à moi? C'est quoi mes marqueurs de fatigue, voire d'épuisement? La deuxième question, est-ce que je les ai suffisamment écoutés sur la première partie de cette année? Ou bien est-ce que je les ai inconsciemment ignorés pour faire passer les besoins des autres à la maison ou au travail avant les miens? Et la troisième et dernière question, comment je peux faire pour ne pas griller ces feux rouges pour la deuxième partie de l'année? Est-ce que je vais demander de l'aide autour de moi, prendre une babysitter, avoir une conversation avec ma hiérarchie, mon partenaire ou ma partenaire? Mais je trouve que c'est intéressant de se poser ces questions à ce moment-là de l'année parce que dans la plupart des entreprises ou des activités, il y a un petit creux d'activité. Les choses sont un peu ralenties, voire vous êtes en vacances. Et je trouve que c'est le moment parfait pour justement se poser la question pendant qu'on prend le temps de recharger les batteries ou que tout est un peu ralenti autour de nous, de se poser la question de voir comment on prend soin de nous, comment on arrive à réconcilier tout ça sans se griller et en prenant soin de nous avant tout. Voilà, je vous invite à partager cet épisode autour de vous, aux personnes qui sont concernées par le sujet, à votre copine qui va bientôt retourner au travail ou qui a du mal à dire non à son boss. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine interview et d'ici là, prenez soin de vous.